artificielle. Et c'est vraiment un réel plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour échanger sur cette thématique que je trouve très enrichissante. Merci. D'accord, merci beaucoup. Donc, je pense on peut démarrer, ou bien si Aminat ou bien Betty, vous avez quelque chose à dire. Sinon, on peut aller en attendant que les autres se connectent. Ouais. Non, c'est bon pour moi. Non. C'est bon, d'accord. Donc, la première question, je vais l'adresser à M. Diouf. Donc, M. Diouf, quels sont les avantages concrets de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les boutiques en ligne? Donc, les avantages. D'accord, merci pour cette question. Alors, il faut savoir que le commerce en ligne est un secteur à forte croissance en Europe et partout dans le monde, notamment avec les géants tels que Amazon ou Alibaba qui ont longtemps eu à dominer le marché. Donc, peut-être on y reviendra après. Mais ce qui est bien, c'est que cette croissance est plus particulièrement notée en Afrique depuis un certain temps. Donc, on peut revenir en arrière après la période post-Covid où l'explosion a été réellement observée du fait que les gens, ils étaient contraints un peu à ne plus sortir et à continuer à faire leurs achats. Donc, c'est ce qui a un peu boosté donc, ce commerce en ligne-là et les gens ont commencé à prendre cette habitude. Donc, il y a certaines statistiques qui confirment bien ces propos. Par exemple, en Afrique, en 2021, une hausse notoire de 31% a été notée sur le chiffre d'affaires par rapport à en 2020. Et il y a même certaines prévisions qui disent que, par exemple, d'ici 2024, on sera à plus 24% par rapport à cette année-là. Et pour un pays comme le Sénégal, qui a aujourd'hui plus de 17 millions d'habitants et avec également l'utilisation accrue donc, des smartphones, et un taux de pénétration Internet qui dépasse aujourd'hui les 80%, nous sommes à peu près à plus de 7 millions d'utilisateurs, de potentiels acheteurs, donc 7 millions de potentiels d'utilisateurs de boutiques en ligne. Vous voyez, c'est énorme. Donc, tout ceci pour dire que le commerce en ligne est en quelque sorte en perpétuelle hausse. Et ça a un impact crucial et fort dans l'économie d'un pays comme dans le continent. Justement, c'est parce qu'il a un impact fort qu'on doit y mettre tous les moyens qu'il faut, notamment les moyens financiers et technologiques. Ça tombe bien, on parle de technologie et nous savons tous que nous sommes dans une ère où c'est la technologie un peu qui domine et qui est propulsée bien évidemment par la data et l'intelligence artificielle. Et on sait tous que l'un ne peut pas aller sans l'autre parce que c'est cette donnée-là qui alimente un peu ou qui entraîne l'intelligence artificielle. Et ce qui est bien dans cette discussion, dans ce contexte-là, c'est que nous sommes dans un contexte, les boutiques en ligne, où la donnée qui est générée, elle est très, très, très grande, en grande quantité, elle est abondante et elle est présente et accessible. Je donne un exemple. Un client qui se connecte, par exemple, sur une application en ligne, sans le savoir, il crée des milliards de données à cet instant-là. Par exemple, nous prenons par exemple un Tamsir qui se connecte sur une boutique en ligne et qui navigue. Il navigue sur un produit, il s'attarde sur un produit, il clique là-dessus pour regarder ses détails. Donc là, il vient de créer inconsciemment une donnée qui est enregistrée quelque part. Nous prenons également un autre exemple, par exemple, une autre personne qui se connecte, qui navigue, qui regarde des produits, et qui appuie sur le bouton like à chaque fois qu'il tombe sur un produit de chaussures ou sur un produit d'une certaine catégorie. Donc là également, cette personne, elle est en train de créer inconsciemment des données qui seront enregistrées quelque part. Et ce sont ces données-là qui seront utilisées pour alimenter aujourd'hui ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Nous pouvons prendre l'exemple de ChatGPT aujourd'hui qui est super connu et qui fait un peu les tendances. Donc, ChatGPT aujourd'hui, il est entraîné sur plusieurs centaines de milliards de mots. Donc, vous voyez un peu dans notre contexte ce que sont les boutiques en ligne. Cette donnée, elle est là, elle est présente. Et c'est un réel avantage d'y appliquer l'intelligence artificielle. Donc, quand on parle d'intelligence artificielle tout à l'heure, Tamsi, il a un peu expliqué, on fait souvent allusion à cette faculté que l'on donne à un programme, donc d'apprendre, d'agir ou de faire des actions tel un humain. Du coup, pour en revenir un peu aux avantages, l'avantage d'utiliser aujourd'hui l'intelligence artificielle, par exemple, dans le contexte des boutiques en ligne, pourrait être orienté vers les recommandations personnalisées, par exemple.
où l'intelligence artificielle utilise les données, par exemple, d'historique d'achat d'un utilisateur ou bien d'historique de navigation d'un utilisateur pour essayer de comprendre son comportement, essayer de comprendre ses préférences et ses goûts, et puis mettre en place des produits ou bien lui pousser des produits qui seront plus en adéquation avec lui, ses préférences en quelque sorte. Donc ça, c'est une chose, un avantage que l'intelligence artificielle pourrait un peu amener dans ce sens-là. Donc, ceci un peu augmente en réalité les ventes parce que moi, j'ai une préférence sur certains types de produits. Une fois qu'on me pousse une offre qui répond un peu à ces préférences-là, j'ai tendance à acheter. C'est une chose que l'intelligence artificielle pourrait amener. Un autre avantage peut être lié un peu à l'automatisation du service client. Par exemple, on a l'habitude de dire qu'un client qui est satisfait quelque part a tendance à revenir pour un certain service. Donc là, on peut notamment prendre l'exemple des chatbots qui sont alimentés par l'intelligence artificielle et qui peuvent répondre à certaines questions en temps réel. Toujours dans cette lancée d'exemple, je suis un client, je me connecte à une boutique en ligne, je navigue quelque part, j'ai un problème. Maintenant, au lieu, par exemple, d'attendre le service client qui peut prendre énormément de temps, j'ai à côté un chatbot qui est alimenté par l'intelligence artificielle et qui peut répondre à la seconde qui suit à toutes mes préoccupations et à résoudre un peu tous mes problèmes. Donc là, je suis satisfait, je pars très vite et puis j'ai tendance également à revenir. On peut également parler d'un autre avantage qui est un peu lié aux prédictions, aux analyses prédictives, où l'IA peut utiliser, par exemple, cette grande quantité de données dont on était en train de parler tout à l'heure, donc pour faire certaines prédictions. Ces prédictions-là, en réalité, ils peuvent aider ces boutiques en ligne à ajuster les inventaires, à prévoir, par exemple, des ventes, à voir quelles sont les tendances du marché, quels sont les produits qui sont les plus aimés ou désirés par la population, en sachant qu'il y a différentes catégories de population. Donc, l'intelligence artificielle derrière, il pourra un peu voir, suivant la catégorie de population, quels sont les produits qui sont plus vendus, qui seront plus désirés, et le owner de cette boutique en ligne pourra utiliser ça un peu pour beaucoup plus augmenter ses ventes. Donc, on peut également parler d'un autre avantage concernant bien sûr la sécurité, parce que dès lors qu'on parle de boutique en ligne, là, on fait un peu, ou du moins certains utilisateurs sont beaucoup plus contraints pour des raisons de sécurité, parce qu'ils se disent, est-ce que ce site, il est sécurisé? Est-ce que je peux éventuellement mettre ma carte dedans? Donc, ça freine un peu les boutiques en ligne. Du coup, l'intelligence artificielle peut pallier ce problème-là en y rapportant, par exemple, une couche supplémentaire de sécurité. Comment, par exemple, en analysant certaines données et en faisant des analyses, en faisant des détections de fraude, un exemple qui est donné, des détections de fraude, ou bien en limitant un peu certaines transactions qui peuvent être frauduleuses. Donc, ceci augmente un peu la sécurité, rassure le client et bien évidemment augmente un peu les ventes qui seront faites au niveau de cette boutique en ligne. Donc, tout ceci pour dire qu'en utilisant l'intelligence artificielle de manière stratégique, les boutiques en ligne peuvent améliorer l'expérience client, augmenter les ventes, optimiser les opérations et rester compétitifs sur le marché du commerce électronique. OK, excellent, excellent. Je suis vraiment très content hein, de toutes ces réponses parce que c'est la pertinence et vraiment vous avez parlé de recommandations personnalisées, c'est-à-dire l'expérience client, utilisateur. Donc, après, je vais poser la question même à peut-être Madame Bandolo qui va nous en parler. Donc, vous avez aussi parlé de l'automatisation, donc du service client, qui est très important aujourd'hui parce que, comme vous l'avez dit, hein, les clients n'attendent pas beaucoup. Donc, si vous ne répondez pas, donc ils ont tendance à aller chercher ailleurs et trouver ce que vous avez manqué là-bas, c'est-à-dire répondre très vite. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit. Bon, certains l'intègrent même avec WhatsApp aujourd'hui, cette application-là, donc de chatbot qui pourrait répondre automatiquement aux clients.
Alors, vous avez parlé aussi de prédiction, donc tout ce qui est tendance de vente et la gestion de stock, il parle de prédiction aussi, donc ça parle aussi de gestion de stock, etc. En tout cas, de l'optimisation, donc pure et dure. Alors, vous avez parlé aussi de sécurité, détection de fraude. Moi-même, j'ai eu à travailler sur un projet comme ça, donc détection de fraude avec les cartes bancaires, les retraits, etc. Alors, merci beaucoup pour la pertinence de ces réponses. Donc, Madame Wandolo, donc M. Diouf a parlé de l'expérience utilisateur. Donc, comment l'intelligence artificielle peut-elle aider à améliorer cette expérience utilisateur-là dans les sites de commerce en ligne? Alors, merci pour cette question, Monsieur Dieng. En fait, Monsieur Simon a déjà répondu à la question lorsqu'il a commencé à proposer les différents avantages que peut avoir l'intelligence artificielle dans les sites de e-commerce. Donc, peut-être pour éviter de me répéter, je vais juste rajouter quelques exemples. Déjà, il a parlé de la recommandation personnalisée, il a parlé de l'assistance virtuelle avec les chatbots. Et un autre point aussi qui est très intéressant, c'est la recherche prédictive. Déjà, quand on parle d'expérience client, en fait, c'est tout simplement la capacité, en fait, que le site a de donner le moyen aux clients qui visitent le site de trouver rapidement le produit qu'ils cherchent. Donc, si je vais dans un site en ligne, je vois la barre de recherche, j'essaie de taper un produit parce que justement, je veux rapidement avoir le produit. Une intelligence artificielle peut prédire les intentions d'achat d'un utilisateur sans toutefois que l'utilisateur ait eu à préciser exactement le produit qu'il veut rechercher. Imaginons que vous allez sur un site disons même de vente en ligne qui fait dans les vêtements, les accessoires de mode, les chaussures, et dans la barre de recherche, vous tapez la couleur rouge. Automatiquement, le système renvoie des chaussures de couleur rouge. Ça pouvait être que vous recherchiez un sac rouge, un vêtement rouge, mais le système a proposé des chaussures rouges. Alors, au travers de l'analyse des données et de vos comportements d'achat, l'IA a compris en fait que vu que vous êtes habituellement intéressé par des chaussures, si vous avez tapé rouge, ça veut dire forcément que vous recherchez une couleur de chaussures rouge. Donc ça, ce sont des manières en fait d'améliorer l'expérience utilisateur dans les sites en ligne. Si nous revenons par exemple dans l'assistance virtuelle, si on prend le cas du commerce traditionnel d'une vente physique, nous avons disons un boutiquier qui travaille de 8h à 19h. Donc, lorsque les clients arrivent, il peut répondre aux attentes des clients, je veux ceci, je veux cela, mais après 18h, il ferme. Donc, si moi, à 18h, j'ai besoin d'un produit, il est fermé déjà, j'ai besoin de certains produits pour répondre à certaines attentes, il n'y a personne en fait. Donc, quand je vais sur le site en ligne, il n'y a personne, le site en ligne fonctionne tout seul automatiquement. Je recherche un produit en particulier, je vais au niveau du chatbot et je discute avec lui comme si je discutais avec une personne. Par exemple, la marque H&M a instauré des chatbots intelligents qui permettent en fait aux utilisateurs de discuter avec des chatbots pour adapter en fait, pour trouver des vêtements adaptés à leur style, adaptés à leurs envies, adaptés à leur morphologie. Donc, ils discutent avec le chatbot comme une personne. Voilà, moi, je suis quelqu'un qui recherche une tenue pour une interview, pour la maison, pour le travail, et le chatbot va prendre cela en considération pour proposer des produits adéquats. Donc, ce sont en fait des manières d'améliorer l'expérience client et de fidéliser la clientèle. Donc, voilà en fait les quelques points que je pouvais rajouter à l'expérience utilisateur. Vous êtes en mute pour... OK, pardon, hein. Merci beaucoup. Donc, on en retient d'abord la recherche prédictive, c'est-à-dire tout le temps essayer d'anticiper sur les besoins du client. Et là, on comprend bien que lorsque quelqu'un a besoin de chaussures ou bien de chaussures rouges, comme vous l'avez dit, les deux personnes peuvent taper la même chose, hein, chaussures rouges. Maintenant, la force de cette recherche prédictive, c'est le fait que l'IA arrive à effectivement faire le profilage entre ces deux individus-là et montrer même deux chaussures rouges qui sont parfois différentes.
tout comme vous l'avez dit, et comme aussi monsieur Diouf l'a dit, ces quantités de données que le client a eu dans le passé à verser dans le site sans même le savoir. Donc, c'est ça qui fait que voilà, les deux chaussures rouges ne seront pas les mêmes. Donc, comme vous l'avez dit, donc ça, tout le temps, on cherche à personnaliser le maximum possible l'utilisation, oui, l'expérience de l'utilisateur. Voilà. D'accord. Excusez-moi. Mhm. En fait, il y a un point qui m'est revenu que je pense aussi être important. Il y a la Ok. personnalisation des interfaces. Mhm. Généralement, si nous prenons le contexte du Sénégal où les langues les plus parlées sont le Wolof et le français, et parfois même le Wolof est prédominant, en fonction des préférences que l'utilisateur peut entrer, l'IA peut personnaliser son espace. Parce qu'un client peut être effrayé de se dire, bon, ça c'est la technologie, moi je parle uniquement Wolof, si je vais là-bas, je ne vais rien comprendre. Mais non, il peut avoir la possibilité d'entrer les préférences, que ce soit de langue, mais aussi les préférences de produits, de telle sorte que quand il visite ce site, il a directement, son interface est directement traduite en Wolof, par exemple, et il y a directement en première affiche les produits pour lesquels il a un fort intérêt. Donc voilà encore un autre point où l'IA apporte vraiment de la valeur ajoutée dans l'expérience client. Bien, d'accord. Merci beaucoup. En tout cas, c'est très clair pour ces réponses. Alors, M. Bodian nous a rejoint, donc je m'en vais lui donner la parole. D'abord, M. Bodian, vous pouvez vous présenter. Est-ce qu'il nous entend? Oui, je vous reçois très bien, Tamsir. Bonjour tout le Parfait. monde. Merci beaucoup. Mhm. Voilà, donc c'est un immense plaisir déjà de rejoindre ce panel et excusez-moi de mon retard, donc c'est la première chose à dire, je pense. Et je suis également très heureux de partager ce panel avec vous et surtout de voir l'un de nos produits, à savoir le Master MIC. Donc, Tamsir, c'est un honneur de partager ce panel avec toi, vraiment. Là, ça montre qu'au moins, quand même, nos enseignements, quand même, commencent à porter le fruit. Donc, je dirais même que ça ne commence pas, mais c'est une confirmation. Donc, les fruits sont là. Donc, alhamdulillah. Merci, merci. Donc, pour juste me présenter, moi, je suis Ousmane Chiboudian. Donc, je suis enseignant-chercheur à l'UCAD. Donc, je suis, sur le plan professionnel, je suis data scientist, d'accord? Et aujourd'hui, je m'en vais participer à ce panel-là. Et moi, je vais plutôt rebondir étant donné que je prends le train en marche, donc je vais plutôt rebondir sur l'aspect technique un peu et donner un exemple d'application de ce qu'on pourrait faire, c'est-à-dire de l'utilisation de l'IA voilà, dans le domaine des boutiques en ligne, quoi. Et si vous me le permettez, je vais partager mon écran et je vais utiliser un diapo. Parce que ce dont je m'en vais l'exposer que je m'en vais vous faire, donc c'est un peu technique, donc le parler comme ça risque d'être aérien, donc OK. je vais partager un peu mon écran. Voilà. OK, d'accord. Donc, vous allez nous parler des tendances émergentes de l'intelligence artificielle actuellement dans le Voilà. domaine du e-commerce, c'est ça. Et les opportunités qu'offrent ces technologies-là aux commerçants. D'accord, merci. OK, oui, d'accord. Donc, rapidement, je ne sais pas si ouais, vous pouvez partager rapidement. C'est bon, j'ai vu l'écran. Oui, c'est bon, oui. Oui, on voit. Mhm. Super. Voilà, donc l'idée donc c'est de parler de l'IA au service. Donc il faut donc on va directement passer à la problématique. Donc ici l'idée c'est de savoir donc comment l'intelligence artificielle peut être mise au service des boutiques en ligne. Donc il faut a priori donc il faut comprendre que l'IA est un domaine très large, d'accord, et l'IA est constitué par des sous-domaines. Et parmi ces sous-domaines-là, on peut citer, par exemple, le machine learning, le deep learning, mais il y a une partie en particulier
qui nous intéresse ici et qui constitue en même temps ma spécialité, à savoir ici l'analyse prédictive. Et aujourd'hui, quand on parle de l'analyse prédictive, on ne peut pas parler de l'analyse prédictive sans pourtant parler du domaine qui englobe tout ça, à savoir ici la data science, d'accord? Et donc, la solution même à laquelle l'exemple auquel je m'en vais vous présenter, donc, c'est en fait, c'est un outil d'aide à la décision conçu à partir de la théorie que l'on bénéficie à partir de la science des données, d'accord? Et donc, déjà, la première question était de savoir donc, quelles sont les tendances émergentes en matière d'intelligence artificielle. Je pense que là, je pense que le monsieur qui est exposé, en premier, monsieur Diouf, oui, monsieur Pierre Diouf, excusez-moi, que j'ai salué au passage, il a déjà donné des exemples concrets pour ce qui est de l'application de l'IA. Autrement dit, l'application d'IA dans ce qui est des boutiques en ligne. Donc là, je pense qu'en parler sera une répétition. Et pour ce qui est de la deuxième question également, donc je pense qu'il en a un peu briefé, à savoir ici comment l'intelligence artificielle peut être utilisée pour automatiser un peu. Donc là, moi, je vais envie juste parler de deux modèles spécifiques qu'on utilise souvent pour ce qui est de la tarification dynamique. Donc l'IA permet la mise en place donc, de stratégie, d'accord? Et c'est donc pour ce qui est de la tarification dynamique, souvent nous, en tant que data scientists, on fait recours à ce qu'on appelle des modèles bayésiens. Et ces modèles bayésiens, parfois, nous permettent d'étudier ce qu'on appelle l'élasticité du prix. C'est-à-dire qu'on cherchera donc à voir quel est l'impact de l'offre et de la demande sur la variabilité du prix. Et pour ces genres d'études-là, donc on fait appel souvent à des modèles de régression, mais pas des modèles de régression classiques, comme par exemple ce qu'on a eu à voir dans les cours classiques. Mais il s'agit donc des modèles basés sur des modèles d'intelligence artificielle de machine learning, et en particulier ce qu'on appelle la régression de Poisson. Et aujourd'hui, donc, oui, la régression de Poisson. Aujourd'hui, oui, alors on va un peu expliquer pour que notre public puisse comprendre un tout petit peu, parce que là, c'est un peu technique. Donc, on utilise des algorithmes, c'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, la régression, etc. Donc, pour pouvoir anticiper sur les prix des produits, c'est ça que vous voulez dire? Voilà, je prends un exemple. Par exemple, si on a, par exemple, des prix, hein, des prix de vente du genre, donc on peut chercher à savoir, est-ce que, donc, quel est l'impact, c'est-à-dire de l'offre et de la demande par rapport à la variabilité du prix? Est-ce que l'offre a un impact? Oui, est-ce que l'offre a un impact? Donc, toutes ces informations-là, c'est l'algorithme de machine learning qui nous fournit ces informations-là. Il ne s'agit pas seulement de faire une prédiction et de se dire que donc, le modèle nous permet de dire que donc, du genre, en 5 ans, on peut atteindre un prix ou bien le prix peut varier de temps. Non, non. Donc, le modèle est capable de nous dire, c'est-à-dire réellement, est-ce que, c'est-à-dire que l'offre ou bien la demande, est-ce que ces éléments-là, ou bien, voilà, là, j'ai pris tout simplement deux inputs, mais ça peut être d'autres facteurs. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui influenceraient sur la variabilité du prix? Maintenant, en fonction de ces informations-là, maintenant, le décideur peut, en fonction de ces informations-là, prendre des décisions et donc orienter son commerce. Donc, c'est ça l'idée, en fait. OK. D'accord. C'est ça qu'on essaie d'expliquer à travers ces deux exemples-là. D'accord. OK. Donc, c'est les prix que le client verrait au niveau du site. Donc, par rapport à cette variabilité-là, comment l'offre et la demande pourraient influencer sur le prix-là? Sur le prix. Tout ça, c'est-à-dire l'étude, cette étude se fait en amont, etc. Donc, voilà, du genre. C'est-à-dire que le modèle donc, va se baser sur les données historiques. C'est-à-dire une fois que les ventes sont déjà faites, donc nous, on va recueillir les données et on va utiliser les modèles et les entraîner dessus pour en tirer de la valeur. Quoi. Donc, c'est ça l'idée en fait. Okay, et donc, pour aller vite encore, donc moi, je vais essayer d'aller vite et donc stagner au niveau de la question 3, qui était de savoir comment ici l'intelligence... Oui. Comment l'intelligence artificielle peut aider à prédire les tendances? Oui, les tendances. D'accord. Et donc, il faut noter avant ça, je pense qu'on pourrait peut-être donner la parole à M. Diouf. Oui, d'accord. Oui, après, on revient sur ça. Donc, si je comprends bien, donc, cette partie de démonstration, donc, on a aujourd'hui la chance peut-être d'avoir
un modèle carrément et comment les gens arrivent à déterminer les prix à partir de l'intelligence artificielle. Donc, à peu près, c'est ça que M. Bodian veut dire. Bon, c'est un peu technique peut-être pour certains, mais en gros, c'est ça. Comment le décideur ou bien celui qui vend peut fixer ses prix en fonction de l'offre et de la demande. C'est tout simplement ça. Donc, de ce point de vue aussi, on voit que l'intelligence artificielle aussi nous aide, voilà, à déterminer les prix, donc le prix optimal qu'on pourrait avoir pour pouvoir écouler nos produits le plus rapidement possible. Alors, je pense qu'il y a Madame Khan aussi qui vient de nous rejoindre. Oui. Est-ce que, M. Bodian, est-ce que vous pouvez arrêter le partage en attendant? M. Bodian? Je pense qu'il ne nous a... Oui, Tamsir, vous disiez? Oui. Est-ce que vous pouvez arrêter le partage en attendant? Ah, c'est vrai, ok. Oui, comme ça, après, je reviens sur ça. C'est très intéressant. Alors, nous souhaitons la bienvenue à Madame Bedikan aussi. Donc, je vais lui laisser la parole, voilà, pour qu'elle se présente. Madame Khan, vous avez la parole. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend très bien. D'accord, bah, parfait. Tout d'abord, merci beaucoup vraiment de me donner cette occasion de pouvoir discuter avec vous sur un sujet qui est très intéressant et qui est aussi d'actualité. Parce qu'on entend beaucoup parler de l'intelligence artificielle. Parfois, c'est un mot qui peut faire un peu peur. Les gens ne savent pas trop comment l'utiliser, mais aussi parfois quelle opportunité on pourrait en tirer aussi. Et là, c'est un sujet qui est vraiment très intéressant et surtout aussi pour ce thème-là. On a beaucoup de choses à dire, comme l'ont dit tout à l'heure mes co-panélistes sur les opportunités que l'IA nous permet d'avoir, mais aussi de savoir c'est quoi exactement, c'est constitué de quoi et comment on pourrait l'utiliser, parce que là, on parle vraiment de la vente en ligne, mais ça peut concerner plusieurs autres sujets, parce que comme on dit très souvent, l'IA est pluridisciplinaire. Et moi, j'aimerais tout simplement, premièrement, qu'on essaie de comprendre c'est quoi l'intelligence artificielle. Parce qu'on parle d'intelligence, on parle de quelque chose aussi qui est artificiel. Et pour l'intelligence artificielle, en fait, on se base sur des algorithmes. Parce que comme l'a dit tout à l'heure M. Bodian, c'est des maths, c'est des calculs, mais aussi on peut l'expliquer d'une manière très simple. C'est comme un enfant qui apprend à reconnaître des objets, qui apprend à savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, qu'est-ce qu'il faut faire quand on traverse, par exemple, la route, ce qu'on doit regarder, quand est-ce qu'on traverse, est-ce qu'on doit être accompagné. Voilà, ça c'est comme l'IA qui va à travers des exemples, à travers un contexte bien défini, va essayer de reconnaître ce qu'il faut faire, prendre des décisions et le faire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est l'humain qui est derrière. Parce que comme je dis très souvent, l'ordinateur n'a pas de cerveau. Si on lui dit calcule-moi 1 plus 1, il ne pourra pas deviner qu'après on voudrait aussi calculer 1 plus 2. Non, si on ne lui dit pas, il ne pourra pas savoir. Et là, je voudrais tout simplement donner une définition très simple de l'algorithme. Parce que quand on parle d'IA, il y a l'algorithme aussi. C'est quoi un algorithme, vraiment? Quand on va dire que, par exemple, je vais faire une fonction qui va me faire ceci, qui va me faire cela, je vais faire des maths. Un algorithme, c'est juste une suite d'instructions. C'est comme, par exemple, dans ce cas bien défini où on dit que je veux organiser un webinaire sur un thème donné. Pour pouvoir organiser ce webinaire, qu'est-ce qu'il faut y avoir? Premièrement, je dois savoir le sujet. Donc, la première étape, c'est de dire, je vais organiser un webinaire sur le thème suivant, de définir. Ensuite, qui pourrait participer à ce webinaire? Qui pourrait être potentiellement les panélistes? Je définis une liste. Ensuite, il faut en parler avec ces personnes-là. Regarder pour la date
qu'on a choisi, est-ce que ces personnes seront disponibles, ainsi de suite. Donc, c'est une suite d'étapes logiques d'instruction qui va nous permettre d'arriver à un résultat donné qui, dans ce contexte-là, bah, c'est le webinaire. Et pour l'algorithme, bah, c'est pareil. C'est une suite d'instructions que l'on donne à l'ordinateur pour lui dire, bah, moi, j'ai ça comme paramètre, bah, ce sont ce dont j'ai besoin pour pouvoir arriver à un résultat. Et pour faire ce résultat-là, il faut suivre certaines étapes. Donc, premièrement, tu me fais ça, ensuite tu fais ça, ensuite tu fais ça, ensuite tu fais ça. Après, il peut y avoir des contrôles pour voir que est-ce que ça se passe comme on le veut vraiment, est-ce que ça suit bien les étapes, mais en réalité, c'est juste ça. Et il faut vraiment démystifier cette notion d'algorithme et d'intelligence artificielle parce que beaucoup de personnes vont se dire « Ah, c'est des mathématiques, ah, c'est très complexe, ah, là, on parle de telle notion, je ne pourrais pas le comprendre. » Alors qu'en réalité, bah, c'est très simple. Et au fur et à mesure qu'on va arriver à comprendre comment ça fonctionne, on pourrait arriver aussi à avoir des résultats, à l'utiliser, mais aussi à connaître les limites et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Donc, ça va rejoindre les autres sujets, enfin, les autres sujets sur lesquels on aura à discuter. Il faut savoir que l'IA offre beaucoup d'opportunités, comme l'a dit tout à l'heure Rose, sur, par exemple, la personnalisation. Si, par exemple, moi, j'ai l'habitude tout le temps, le 1er du mois, à faire des courses sur le même site, à acheter les mêmes produits, bah, à un moment donné, si le 2 du mois, le site va me dire proposition de produits tel ou tel. Ça peut aussi permettre de regarder la satisfaction du client, parce que maintenant, c'est quelque chose qui est très important. Est-ce que ce que je vends, est-ce que le service que j'offre satisfait mes clients? Ça peut être aussi la personnalisation, parce qu'on sait qu'on a des goûts qui sont différents et proposer la personne ce qu'il aimerait au bon moment, bah, ça permet d'augmenter aussi ses ventes. Donc, il y a tous ces sujets-là, je ne voudrais pas me répéter, je pense qu'on reviendra sur les autres. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'on est à l'ère de la 4e révolution industrielle. Ça concerne la technologie. On est tous concernés, qu'on le veuille ou non. Et il ne faut pas subir cela, mais il faut être acteur. Savoir que l'intelligence artificielle, bah, on a beaucoup d'opportunités, mais il y a aussi des limites. C'est l'homme qui est derrière. Beaucoup de personnes peuvent en tirer bénéfice, mais tout d'abord, il faut savoir ce que c'est et savoir bien l'utiliser. Voilà. Voilà, merci beaucoup, Madame Khan, pour la définition de ces notions, donc intelligence artificielle et algorithme. En tout cas, c'est très clair et simple. Alors, exactement, je vais vous poser une question comme ça. Quelles sont les compétences et les connaissances nécessaires pour mettre en place et gérer efficacement des systèmes d'intelligence artificielle dans le cadre d'une boutique en ligne? Donc, on sait qu'actuellement, peut-être l'aspect technique, nos commerçants n'ont pas assez peut-être de connaissances sur ça pour pouvoir gérer. Maintenant, comment ils pourraient faire pour gérer efficacement ces systèmes-là? Alors, c'est une question qui est très importante parce que moi, je dirais il faut tout d'abord avoir une connaissance approfondie de c'est quoi l'intelligence artificielle. Et cette connaissance-là, ça peut être une connaissance technique, c'est-à-dire bah, de savoir c'est quoi un algorithme, quels sont les algorithmes qui sont utilisés, parce que tout à l'heure, quand on parle de régression, en réalité, c'est quoi une régression? Quand on va parler de tendance, c'est quoi une tendance? Parce qu'il faut savoir que pour différentes données, bah, pour différentes problématiques, il y a des études qu'il faut faire de manière très spécifique et certaines choses pourront nous intéresser, d'autres choses non, pour par exemple le même jeu de données, ça dépendra de la problématique. Donc, il faut tout d'abord apprendre. Et apprendre, bah, c'est se former, savoir ce que c'est, avoir des connaissances techniques par rapport à ça.
connaître aussi tout ce qui est partie réseau de neurones. Enfin, voilà, ça, c'est les différentes les différents sujets qu'on pourrait apprendre autour de l'IA. Mais premièrement, avoir une connaissance approfondie de ce qu'est l'intelligence artificielle, quelles sont les techniques, quelles sont les méthodes qui sont utilisées. Ensuite, savoir aussi que quand on va travailler sur ces sujets-là, c'est pour des problématiques bien définies. Comment on va gérer cela? Parce qu'il faut savoir que si je vais travailler, par exemple, sur un sujet qui va concerner la santé, je ne vais pas utiliser de manière aveuglée les mêmes techniques, les mêmes connaissances que si je vais travailler, par exemple, sur la vente en ligne. Parce que niveau confidentialité, niveau sensibilité, ce n'est pas pareil. Donc, il faut savoir aussi, pour les projets, comment je dois les gérer et comment je dois faire en sorte d'utiliser ces connaissances techniques-là pour pouvoir mener à bien mes projets. Et quand on parle d'intelligence artificielle, ce qui est vraiment notre... Enfin, je ne sais pas comment je pourrais l'appeler, ce qui est le plus important, c'est la donnée. Parce que depuis tout à l'heure, on parle d'IA. Si on n'a pas de données, on ne peut pas faire d'intelligence artificielle. Mais c'est quoi une donnée, au fait? Une donnée, c'est juste une information. Là, actuellement, je suis en train de vous parler. La parole, c'est une donnée. Quand je vais écrire 1 + 1 = 2, c'est une donnée. Quand je vais regarder une image, au fait, ou bien une vidéo, c'est une donnée. Donc, c'est tout simplement ça. C'est une information qui peut être exploitée en vue d'avoir un résultat pour une problématique donnée. Donc, il faut savoir qu'aussi, pour une donnée, c'est quoi, premièrement? Donc, ça entre dans la partie connaissance. Pour le projet sur lequel je suis en train de travailler, j'aurais besoin de quoi comme donnée? Quelle information m'intéresse? Parce qu'il ne faut pas aussi trimballer une quantité énorme de données, faire des études, alors qu'en réalité, ça ne sert à rien. Quelle quantité de données? Quelle qualité de données je veux? Est-ce que le fait d'avoir des informations personnelles sur la personne, est-ce que c'est intéressant ou pas? Peut-être dans le domaine de la santé, oui. Parce que si on veut prédire le risque de cancer d'une personne, il faut le faire de manière personnalisée quand même. On ne va pas dire à une personne lambda, tu risques d'avoir le cancer dans 5 ans, alors qu'en réalité, on a utilisé les données d'autres personnes. Après, voilà. Donc, cette donnée-là, savoir c'est quoi une donnée et aussi jusqu'où on peut aller avec ces données-là. Et ça, on reviendra sur les sujets d'éthique, de confidentialité aussi. Parce qu'on ne peut pas utiliser n'importe comment ces données-là, on ne peut pas les collecter d'une manière non sécurisée, non conforme, et on ne peut pas aussi utiliser les données de n'importe qui, n'importe comment. Il faut au moins que la personne soit consentante et qu'on puisse aussi être vraiment formé sur ces sujets-là de données personnelles, de données confidentielles et tout. Et après, aussi, en dernier lieu, savoir ce que l'on fait quand on a des résultats, parce que parfois, au niveau de l'IA, on n'a que des nombres numériques. Il faut savoir ce qu'on a, c'est quoi exactement. Quand j'ai un résultat d'un score de 0,90, ça signifie quoi? On peut dire que, par exemple, c'est un score élevé, mais ça dépend. Des domaines, Ça dépend de la problématique, ça dépend du domaine. Si, par exemple, c'est des voitures automatiques, tu dis que sur 100 essais, tu peux te tromper 10 fois. C'est le domaine de la sécurité. On peut se dire non, on ne peut pas accepter ce niveau de ce niveau de confiance ou d'erreur, voilà. Donc, ça dépend aussi. Il faut savoir ce qu'on obtient, interpréter les résultats qu'on a, savoir est-ce que ces résultats-là sont bien fondés, est-ce qu'on est capable de faire beaucoup plus. Et ça aussi, c'est en connaissant les techniques qu'on peut jouer sur ça, jouer sur les méthodes jusqu'à arriver à un résultat qui est très bien. Donc, voilà, moi, je l'aurais résumé comme ça, mais tout d'abord, ça commence par la connaissance. Il faut apprendre, savoir ce que c'est, ce que l'on manipule et aussi ce que ça va induire aussi derrière comme responsabilité. Utiliser les données d'une personne, c'est une responsabilité, il faut en être conscient. Tout à fait.
D'accord, merci beaucoup pour cette pertinence. Donc là, vous avez parlé de compétences techniques peut-être pour l'implémentation peut-être des algorithmes d'intelligence artificielle. Vous avez aussi parlé de droit des données. Aujourd'hui, ça constitue un enjeu majeur donc dans nos problématiques de tous les jours. Alors, Monsieur Diouf, comme je vous disais tout à l'heure, Madame Khan a parlé aussi de l'aspect connaissances techniques, etc., définir l'algorithme intelligence artificielle. Maintenant, je vais vous demander de nous parler un peu plus d'applications pratiques dans l'intelligence artificielle dans le domaine de la personnalisation des recommandations. Donc, quelque chose d'assez pratique sur ça. Sûrement, ceux qui nous suivent, il y a certains qui ne comprennent pas l'aspect technique assez. Oui, merci pour cette question. Peut-être avant d'y répondre, j'aimerais un peu rajouter quelque chose par rapport à ce que Madame Khan vient de dire, qui est très pertinent également. À un moment, en fait, elle a eu à évoquer la quantité de données. Bon, moi, je dirais que cette quantité, elle n'est jamais suffisante. Parce que c'est ce qui est beau dans cet univers-là, qui est l'intelligence artificielle. Parce que plus on a de données, plus on aura des résultats que l'on n'imaginait même pas. Donc, pourquoi alors je dis ça? C'est parce que derrière, il y a des techniques, des algorithmes qui permettront un peu de trouver des corrélations entre les données que nous, en tant qu'humains, on ne pourrait pas. Donc, sur cet aspect-là, je dirais que cette quantité de données, surtout dans ce domaine-là, elle n'est jamais suffisante. Elle n'est jamais, jamais, jamais suffisante. Donc, pour un peu en revenir à la question concernant les personnalisations des recommandations de produits, elle est d'autant plus intéressante parce qu'il faut savoir qu'actuellement, il existe un peu des techniques de recommandation qui sont faites. Et ce qui est bien également, c'est que ces techniques-là peuvent être améliorées via l'utilisation de l'intelligence artificielle. On peut, par exemple, citer les techniques basées sur les recommandations, les recommandations basées sur l'historique d'achat. Donc là, par exemple, l'intelligence artificielle se base sur les données que sont l'historique d'achat des utilisateurs. Donc là, il se base sur ça pour un peu analyser le comportement, essayer de voir quelle est la préférence d'achat de cette personne-là. Et puis, une fois ceci fait, il peut non seulement proposer des produits similaires, mais aussi aller au-delà et proposer des produits complémentaires par rapport aux tendances, aux préférences d'achat de cette personne. Je donne un exemple très simple. J'ai l'habitude d'acheter aujourd'hui des chemises, un certain type de chemise. Donc, l'IA peut voir qu'il a l'habitude d'acheter ça. Voilà, avec les données qu'il a eu à avoir, avec les données sur lesquelles il a eu à s'entraîner, il a pu voir que pour ce type de produit-là, d'habitude, les gens l'achètent avec tel type de produit. Du coup, il me fait un peu cette proposition-là. Donc, il existe également des recommandations qui sont basées sur les profils similaires qui existent actuellement, mais que l'IA peut améliorer. Alors, pour ces types de recommandations-là, ce qui se fait, c'est qu'il y a plusieurs groupes de gens qui ont des préférences qui se ressemblent. Maintenant, pour ces types de groupes-là, l'IA, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut dire, cette personne a une telle similitude avec une autre personne dans un même groupe. Donc, ce que je vais faire, c'est que si, par exemple, les personnes ou une personne de ce groupe-là a acheté ça et a mis, par exemple, une évaluation 5 étoiles sur ce produit-là, sans doute, ce produit pourrait intéresser une autre personne qui se trouve dans le même groupe. Donc, ce sont des recommandations qui sont basées sur un profilage similaire. Et l'IA peut utiliser ces données-là pour un peu faire des propositions personnalisées à certaines personnes du même groupe. On peut également parler des recommandations contextuelles. Quand on parle de contexte, on fait allusion, par exemple, au contexte démographique, là où les personnes habitent, au contexte météorologique, etc. Et l'intelligence artificielle aujourd'hui, il peut utiliser ces données-là, ces données contextuelles-là, pour un peu faire, par exemple, des propositions. Je donne un exemple. Nous sommes en période d'hiver, il fait très, très, très froid. Donc, l'IA peut utiliser les données météorologiques et se dire, en fonction de cette période-là où il fait froid, il est préférable que je recommande à telle personne un vêtement, par exemple, qui fait chaud ou un accessoire qui va avec ce climat-là, donc ce contexte-là, en quelque sorte. Aussi, peut-être
une dernière recommandation que l'on a l'habitude de faire et que l'IA également, qui est pratique et que l'IA peut améliorer, sont les recommandations en temps réel. Parce que un client qui se connecte, par exemple, à une boutique en ligne, il se connecte pour quelque chose. Il navigue sur la boutique en ligne pour quelque chose, c'est-à-dire pour un but précis. Maintenant, au moment où la personne est en train de naviguer, l'IA peut automatiquement analyser ses intentions et puis on peut pousser l'utilisateur à aller direct là où il veut, enfin, là où il veut aller, c'est to the point. Donc, ce sont des recommandations qui existent actuellement et que avec l'application de l'IA, on peut améliorer. D'accord, merci beaucoup, M. Diouf. Donc, pour les recommandations, c'est très intéressant. Là, vous avez parlé d'historique d'achat. Et ça, c'est ce qu'on voit même dans les boutiques physiques, hein. Même la manière d'installer les produits dans les rayons et tout ça. Ce sont ces types de recommandations-là qu'on utilise pour savoir que lorsque quelqu'un achète, par exemple, un pot de lait, il y a de fortes chances que voilà, la personne achète après un pot de café, par exemple. Donc, c'est une des applications. Donc, le profilage, tout à l'heure, vous avez parlé de groupe. Donc, le fait de mettre des catégories donc chez les utilisateurs. Donc, ceux qui ont les mêmes profils à peu près achètent à peu près les mêmes choses ou bien ils ont un centre d'intérêt commun, par exemple. Ouais, et ça, avec les techniques d'ACP, M. Badian, donc avec les techniques d'ACP, donc c'est des choses qu'on peut facilement faire. Ouais. Alors, le contexte aussi, donc ça, c'est ce qu'on assiste même aujourd'hui, etc. Donc, quand il y a un événement comme la Tabaski, etc., donc on voit qu'il y a des suggestions de moutons donc, dans les algorithmes de Facebook, par exemple, etc. En tout cas, c'est toujours passionnant. Alors, Madame Essomba, donc Bandolo, je vais vous demander comment, qui parle d'IA aussi parle de livraison, de boutique en ligne, surtout parle de livraison, mais aussi qui parle de livraison, parle d'optimisation et essayer peut-être d'utiliser l'IA pour essayer un tout petit peu de réduire le coût. Ça, c'est important aussi, je pense, parce que parfois, un client peut acheter un produit, mais ce qui le décourage parfois, c'est la livraison, parce qu'il trouve que le prix est assez élevé. Alors, comment on peut utiliser en réalité l'IA pour pouvoir contribuer à l'optimisation de la livraison dans les boutiques en ligne? Ok, merci Monsieur Dieng. Donc déjà, c'est comme vous l'avez si bien dit, c'est un des points phares en fait du commerce en ligne. Parce que comme j'aime toujours faire le rapprochement avec le commerce traditionnel, déjà le coût de la livraison est de 0. Donc lui, il n'a pas de souci à se faire vu qu'il est sur place, c'est le client qui va vers lui. Mais lorsqu'on vient dans le contexte du commerce en ligne, il faut prendre en considération le volet livraison. Donc, déjà, il y a plusieurs façons d'utiliser l'IA pour l'optimisation des livraisons et par ricochet contribuer à la minimisation des coûts de livraison. Déjà, les coûts de livraison englobent en fait tous les frais qui sont liés à l'expédition du colis vers le client. Donc, l'intelligence artificielle peut contribuer de différentes manières. Nous pouvons énumérer 5 principaux points. Déjà, il y a l'optimisation des itinéraires. Donc, l'IA peut analyser les adresses de livraison, les données sur le trafic, sur la météorologie et proposer en fait des itinéraires plus efficaces. Ça permet en fait de réduire les coûts de transport, de réduire l'utilisation des véhicules et d'optimiser aussi l'expérience client. On peut également, au travers de l'optimisation d'itinéraires, faire en fait des forfaits en fonction des destinations. On ne peut pas appliquer un coût de livraison pour tout type de client. Donc, en fonction des itinéraires, lui a proposé en fait des prix qui sont adaptés aux distances. Il y a également différentes façons d'optimiser la livraison. On peut parler de la consolidation des envois. Parce que généralement, lorsqu'un client va vers un site en ligne, il s'attend à ce qu'il obtienne son produit, mais également dans les délais. Donc, il peut s'avérer que l'attente soit trop longue et ça peut gêner le client.
et ça peut même entraîner une perte du client. Donc, on peut utiliser l'IA pour optimiser ce type d'expérience. Analyser les commandes et regrouper en fait les colis qui sont destinés à des adresses proches. Donc, au lieu de faire des envois séparés, on peut les regrouper en un seul envoi et ça permet de diminuer l'utilisation de certains véhicules et d'optimiser en fait l'attente des produits. Il y a également un autre aspect qui entre dans l'apport de l'intelligence artificielle, c'est en fait les livraisons alternatives. L'IA peut analyser les produits, la taille, les caractéristiques et proposer des livraisons alternatives. Vous ne pouvez pas, par exemple, pour une livraison de sac, utiliser un van. Ça, vous n'allez pas exploiter de façon optimale l'espace même qu'offre le van. Donc, l'IA peut analyser les caractéristiques de certains produits et vous proposer, par exemple, d'utiliser des motos, des vannes en fonction du type. Pour des vannes, on pourra aller sur des produits de l'électroménager qui sont un peu plus volumineux. Pour des petits produits comme des sacs ou même voir certains produits alimentaires, on peut aller sur des taxis ou bien des motos. Donc, ce sont en fait ces différentes analyses-là qui vont permettre de proposer ces livraisons alternatives. Et il y a également dans certains pays où on utilise même des drones maintenant comme des modes de livraison. Parce que vu que nous avons des données et nous les analysons, nous analysons les trafics, les données sur les trafics, sur la météo. Parfois, il peut être compliqué pour un livret de sortir dans ces conditions-là. Imaginons qu'il y a peut-être des manifestations ou bien même il y a des accidents, ça peut créer en fait des retards au niveau de la livraison. On peut partir sur des technologies de drone pour la livraison. Ça permet au client d'avoir accès à son produit sans toutefois tenir compte des obstacles qu'il pourrait avoir sur le chemin. Un autre aspect également, c'est la prédiction des échecs de livraison. Alors là, moi, j'ai une petite expérience que j'ai vécue concernant ce point-là. J'ai eu à commander un produit sur un site en ligne et lorsque le produit est arrivé, je me suis rendu compte que ce n'était pas exactement ce à quoi je m'attendais. Donc, du coup, j'ai renvoyé le produit. À ce niveau-là, le prestataire des services va en fait subir les coûts de réexpédition de colis et parfois même une mauvaise expérience peut faire en sorte que même si on propose un produit similaire ou complémentaire, que le client ne soit plus intéressé, ce qui a été mon cas. Donc, l'IA peut justement prendre des données et pouvoir prédire en fait des échecs ou alors des informations qui peuvent causer ou alors concourir à un renvoi de colis, comme des informations sur les descriptions du produit, le format du produit. L'IA peut proposer en fait que d'utiliser des images, utiliser peut-être des vidéos pour que le client ait le maximum d'informations et qu'il soit sûr sur le produit exact qu'il recherche. Donc là, ce sont en fait les différents points où l'intelligence artificielle peut améliorer ou optimiser la livraison dans les services de e-commerce. E-commerce, d'accord, merci beaucoup. Donc là, vous avez parlé de l'optimisation d'itinéraires, donc qui parle de l'optimisation d'itinéraires par des recherches opérationnelles, donc qui sont des techniques pour effectivement quitter un point A pour aller à un point B. Donc, en empruntant le chemin le plus court possible, à peu près, c'est un peu ça. Donc, essayer de minimiser donc, le carburant, le temps aussi en même temps. Et puis voilà, vous avez parlé aussi de livraison alternative, donc le fait d'utiliser des drones, etc. Ça aussi, c'est intéressant. Vous avez aussi parlé aussi de l'optimisation de l'espace, quels moyens utiliser pour faire les livraisons. Donc, est-ce qu'il faudrait utiliser un véhicule qui consomme 10 litres d'essence ou bien est-ce qu'il faudrait utiliser une petite qui consomme 5 en fonction de l'espace qu'on a et les produits qu'on envoie. Donc là aussi, c'est l'optimisation de l'espace et aujourd'hui, on a des algorithmes qui peuvent, par exemple, une fois ils ont les produits, la description, la taille, etc.,
ils sont capables de dire exactement comment ranger tel produit, par exemple, dans un espace donné, par exemple, l'espace d'une voiture, comment on peut ranger et avoir de manière optimale cet espace. C'est la même chose aussi hein, dans les magasins de stockage aussi. Ce sont ces techniques-là qui sont utilisées pour optimiser l'espace. Alors, merci beaucoup pour toutes ces réponses. C'est très clair. Donc, monsieur Bodian, donc je pense que on va vous donner la parole. Donc, vous pouvez peut-être partager votre écran et nous parler un peu de l'intelligence artificielle qui pourrait aider à faire ces prédictions de tendance et les comportements d'achat des consommateurs. Aussi, vous pourrez aussi après nous parler des impacts voilà, sur les prises de décision en termes aussi de marketing surtout et d'inventaire aussi de stock. Oui. On vous entend pas bien. Voilà, donc 2 secondes, je pense que c'est bon. Voilà, Oui, là, bon. c'est bon. Ouais. Ok, super. Voilà, merci encore une fois, Tamsir. Donc, je vais juste essayer de répondre à la question 3, à savoir comment l'intelligence artificielle peut-elle aider à prédire les tendances et les comportements d'achat des consommateurs. Il faut comprendre que dans le jargon purement data scientist, on a ce qu'on appelle pour ce qui est de cette problématique-là. Je pense que c'est Wedi Khan qui en a parlé tout à l'heure. Donc, elle disait qu'en fait, en termes d'intelligence artificielle, tout dépend de ce qu'on appelle la problématique. Parce que chaque problématique a un type modèle adapté à une telle, ou bien chaque type de données, on a un type de modèle adapté à ces types de données-là. Et pour ce qui est pour ce qui est des ventes en ligne, souvent, le modèle approprié, ce qu'on appelle les algorithmes non supervisés. C'est quoi un algorithme non supervisé? C'est un algorithme où on n'a pas forcément une variable cible, c'est-à-dire une variable à expliquer. Ce n'est pas donc l'idée, ce n'est pas donc au départ, on ne va pas se dire donc on va prédire par exemple le prix de vente ainsi de suite. On va prédire le prix de vente des produits. Non. Donc pour ce qui est des ventes en ligne, donc l'idée donc c'est d'utiliser ce qu'on appelle les algorithmes non supervisés, ce qu'on appelle des algorithmes de clustering, c'est-à-dire de regroupement. Et le terme approprié, ce qu'on appelle la segmentation du client, ce qu'on appelle the customer segmentation, d'accord? C'est la segmentation du client. Voilà les types d'algorithmes qu'on utilise souvent pour étudier pour analyser ces genres de données-là. Donc, l'idée de base, donc, c'est d'essayer de voir quels sont les comportements similaires au niveau des clients. Comme l'a suggéré, comme l'exemple, je vais reprendre l'exemple pertinent de Tamsir. Est-ce qu'un client qui va acheter, par exemple, du café, est-ce qu'il va forcément donc, acheter? Allô, monsieur Bodian? Moi, je ne l'entends plus. Moi également, je pense qu'il doit avoir un problème. Ah, d'accord. Donc, monsieur Bodian, vous êtes là? Sûrement, c'est peut-être le micro. Oui. Alors, il est là? Voilà, excusez-moi. Oui. J'avais un appel, c'est ce qui m'a fait quitter, quoi. D'accord. Je vais reprendre. Oui, donc vous étiez sur l'exemple de notre pot de café là, de ce Ouais, c'est matin. bon? Ah, ok. Ouais. Donc, j'ai beaucoup parlé dans le vide, alors. Oui, vous étiez là-bas en tout cas, nous, ce qu'on a entendu. Ah, ok. Donc, je disais comme quoi, donc, dans le cadre donc, de ce que je m'avais vous présenté, donc, cela va partir donc, d'un modèle, d'une problématique classique, ce qu'on appelle la segmentation des clients. Mais nous, on va essayer d'aller au-delà. C'est-à-dire, au lieu de répondre à une problématique classique, nous, on va essayer de faire un alliage entre la segmentation et la prédiction. On va essayer d'expliquer un peu.
Donc, il faut comprendre déjà pour ce qui est de la segmentation des clients, donc les algorithmes qui sont utilisés, ce qu'on appelle les algorithmes de clustering, d'accord? Donc, il y a deux types d'algorithmes souvent qui sont utilisés dans ces types de données, pour ce qui est des ventes en ligne et autres. Ce qu'on appelle les algorithmes supervisés, où on a, par exemple, le prix à prédire. Donc là, on cherche donc l'influence, par exemple, de l'âge ou bien du milieu de résidence sur le prix. Est-ce que cela a un impact? Dans ce cas, on parle de modèle supervisé. Mais dans le cas, par exemple, de ces genres de vente en ligne, donc souvent on fait recours à ce qu'on appelle des modèles non supervisés, où au départ, on n'a pas de variable target, mais on cherche à avoir donc quelle est la similarité au niveau des clients. Est-ce que, par exemple, les clients qui achètent du lait, est-ce qu'ils vont, voilà, est-ce que c'est forcément, ils vont acheter également, voilà, du sucre, ainsi de suite. D'accord. Et pour ces genres de thématiques-là, les algorithmes qu'on utilise souvent, ce qu'on appelle les algorithmes classiques, on en a deux, ce qu'on appelle l'algorithme PCA et l'algorithme K-means. Donc, ces deux algorithmes donc, se reposent sur ce qu'on appelle des axes de projection, ce qu'on appelle les axes composantes principales. D'accord? Mais il faut comprendre que ces deux premiers modèles, c'est des modèles purement statistiques. Donc, à un moment, ces modèles donc, marchent à condition que l'on ait en fait une certaine corrélation, un lien entre par exemple, les données. Par exemple, si vous regardez l'image que j'ai eue, le petit exemple qu'on a ici, par exemple, si on prend les deux là, par exemple, là, le PCA, donc si on utilise, on suppose qu'il y a un lien, par exemple, entre les variables explicatives. Mais si parfois on a des données, par exemple, spirales, où on n'a pas forcément une tendance linéaire entre les variables qu'on va utiliser dans le modèle, dans ce cas, ces deux modèles-là peuvent être limités. Dans ce cas, donc, raison pour laquelle souvent on fait appel au modèle Bayesian et plus particulièrement au modèle UMAP, d'accord? Et dans l'exemple que je m'avais vous présenté, moi, je vais mettre l'accent sur le modèle UMAP et je vais expliquer, je vais argumenter le pourquoi de ce modèle-là et qu'est-ce qui fait sa particularité, d'accord? Par exemple, ici, comme vous pouvez le voir, donc nous, c'est-à-dire que là, on va partir de quoi? D'une vente en ligne. Donc, nous, on va partir d'un exemple classique de vente en ligne. Donc, on a en fait des données qui concernent en fait des ventes en ligne de disques. C'est-à-dire, il y a des clients qui ont eu à faire des commandes sur des disques, n'est-ce pas? Et ces commandes se sont basées sur leurs préférences, le type de musique, la préférence sur les artistes, n'est-ce pas? Leur localité et autres. Mais en même temps, en dehors des caractéristiques sur les types de clients, on a également la date d'achat, d'accord? Et c'est ce qui fait un peu la particularité de nos données. Donc, d'une manière classique, les gens, quand ils font des études de segmentation des clients, ils se focalisent sur les comportements des clients. D'accord? Alors que nous, dans nos données, on va mettre l'accent sur déjà le comportement des clients, mais également on va mettre l'accent sur l'aspect prédictif, c'est-à-dire que sur la variable temporelle. Autrement dit, ce qui nous permet donc de nous poser la question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelle serait donc la probabilité pour qu'un client qui ait déjà acheté un produit revienne dans les prochains jours à venir? Donc, c'est ça qu'on cherche, nous, à répondre dans cette problématique. Raison pour laquelle, donc, j'aimerais vous faire juste un exemple, présenter une application qui a été développée dans ce sens-là. Donc, déjà, l'application donc, dans un premier temps, donc, l'application va répondre à la problématique classique, c'est-à-dire va regrouper les clients suivant leur comportement d'achat. C'est-à-dire, c'est-à-dire que donc on obtient ce qu'on appelle des groupes, ce qu'on appelle des clusters, d'accord? Maintenant, étant donné qu'on a une variable temporelle, nous, on a utilisé la projection grâce au modèle UMAP et on a fait beaucoup de feature engineering et ça nous a permis d'enrichir notre donnée jusqu'à donc créer une variable cible. Et cette variable cible, donc, c'est une variable cible qui nous permettait de voir, c'est-à-dire dans les 90 jours à venir, c'est-à-dire dans les 3 mois qui viennent, quelle est la probabilité qu'un étudiant, du moins qu'un client, revienne dans la boutique et nous acheter un nouveau disque. Et maintenant, en fonction donc, de cette prédiction-là, ça va nous permettre de faire quoi? C'est-à-dire, à chaque fois, pour chaque client, nous, on a la probabilité qu'il revienne nous acheter un disque. Maintenant, donc, on chercherait donc, le modèle est capable, donc, à la fin, le modèle est capable de nous fournir les variables qui influenceraient le retour du client dans les 30 prochains jours à venir. Est-ce que vous voyez un peu l'idée?
Oui, oui. C'est-à-dire qu'on a un outil, c'est-à-dire cette application-là donc, a pour but de nous fournir, c'est-à-dire vers la fin, c'est-à-dire que ça nous donne en fait une idée des variables qui influenceraient sur le retour du client. Est-ce que c'est lié à leur âge, par exemple? Est-ce que c'est les clients âgés entre 18 et 21 ans qui reviennent le plus? Est-ce que c'est l'âge qui influe sur le retour d'achat? Est-ce que c'est leur milieu de raison? Est-ce que c'est les préférences en termes, voilà, ainsi de suite. Donc, c'est ça qu'on cherche à voir. Ce n'est pas seulement l'aspect prédictif, ou bien le fait que le client, le fait de dire que donc, dans 50 jours ou bien dans 30 jours, le client va revenir, ce n'est pas seulement ça, mais ce qui intéresse réellement le décideur, c'est de savoir donc, c'est-à-dire sur quelle base, donc, quelles sont les features, c'est-à-dire les variables qui influenceraient le retour du client dans les 30 prochains jours. Donc, c'est à partir de cette probabilité-là, voilà, le modèle donc, va faire sa prédiction à partir et nous fournir cette probabilité et en même temps nous fournir des variables importantes. Et donc, si vous me le permettez, moi, je vais juste vous montrer le fonctionnement de cette application et ensuite quitter parce que j'ai un rendez-vous. Je l'avais expliqué à Tamsi. J'ai remis terre et ciel pour pouvoir participer parce que c'est quelque chose qui est très, qui me parle énormément. Donc, je vais juste, si vous me le permettez, je vous montre un peu l'application ou bien c'est bon? Oui, oui, c'est bon, allez-y. Voilà. Ouais. Donc, juste pour résumer, hein, donc l'application va nous permettre de dire que notre client qui avait acheté, donc dans combien de jours ou bien à une date T, est-ce que le client va revenir pour acheter encore, en résumé. Donc, ça c'est intéressant, ça nous permet de faire de la segmentation client. Donc, comme M. Bajan l'a dit, c'est quelle tranche d'âge qui va venir. Voilà, donc c'est ça l'application. Voilà, c'est ça l'application. Par exemple, dans un premier temps, on a ici les données. C'est-à-dire que ça, c'est nos prédictions. Ça, c'est les données initiales, c'est-à-dire voilà, les données historiques. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on a les identifiants des différents clients, on a les prix unitaires, les quantités d'achat, d'accord, voilà, le temps passé, ainsi de suite. On a voilà, le type, d'accord, le type de musique, d'accord, parce que c'est des ventes de disques en ligne, d'accord, le type de musique qui a été commandé, l'album, ainsi de suite, et voilà, et également le nom d'artiste. Donc, on a ici quelques variables qu'on a eu à illustrer. D'accord. Et maintenant, là, ici, comme vous pouvez le voir, ça, c'est la prédiction finale. Parce que nous, au départ, on n'avait pas de variable target. Donc, si on n'a pas de variable target, d'habitude, on utilise des modèles de clustering. Mais nous, on s'est débrouillé à partir de ces variables-là, on s'est débrouillé pour créer une variable target à partir de la variable temporelle, à partir des différentes dates d'achat. D'accord. Et à partir de cette variable target-là, nous, on a fait des prédictions qui nous ont fourni ici la probabilité dont on a parlé tout à l'heure. Par exemple, ici, quand on regarde la probabilité, donc on voit que c'est 0,88. C'est-à-dire qu'il y a une forte probabilité que ce client-là ne revienne pas dans les 30 prochains jours à venir, ainsi de suite. D'accord? Alors que ici, si je prends ce client-là au niveau 6, donc les données montrent qu'il y a une forte probabilité à autour. Donc, on a 74% de chances que ce client-là revienne dans les 30 prochains mois à venir. Exemple. Voilà. Et donc, quand on regarde les autres aspects que nous offre déjà ce modèle, donc, par exemple, quand je prends un client en particulier, donc, l'application nous fournit donc cette probabilité dont je vous parlais. Déjà, donc, on a un regroupement des différents clients, donc, vis-à-vis de leur comportement. Et si on regarde en bas également, donc, on a ici les tendances, c'est-à-dire les tendances au fil des années, parce que ici, la donnée a été requise de 2009 à 2013, d'accord? Donc, on a les différentes tendances d'achat quoi, voilà, au fil des années, d'accord? Voilà. Maintenant, là, à ce niveau-là, on a ici un peu le comportement des clients. C'est-à-dire ici, quand on regarde bien, donc les données déjà nous montrent donc les clients ayant acheté, donc c'est-à-dire que la vente de disques, la vente de musique de nature métal est chantée par un artiste du nom de Metallica. Donc là, les données montrent donc il y a une forte tendance pour ce qui est de ces types d'achats-là, ainsi de suite. Donc le modèle déjà nous fournit ces genres d'informations-là. D'accord? Et là, on a les différentes prédictions. Et encore une fois, l'idée, l'aspect prédictif n'est pas la seule finalité. Mais également, ce qui est plus important, c'est le retour après la prédiction, c'est-à-dire
que va nous permettre de faire, de tirer, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut tirer du modèle. Et donc, pour répondre à cette question, je dirais tout simplement, c'est-à-dire qu'il y a un travail qui se fera en amont. C'est-à-dire une fois qu'on a les différentes probabilités là, on peut se fixer un seuil. Par exemple, moi, je peux me dire, donc, souvent, il y a des calculs qui se font. Et ces calculs-là se font suivant ce qu'on appelle les valeurs quantiles. Par exemple, je peux me dire, je prends la quantité d'ordre 80. C'est-à-dire, à 80%, je me fixe un seuil de 80% de probabilité. Et donc, tous les achats ou bien qui ont une probabilité de supérieure à 80%, je fais un filtre et je retiens ces individus-là et je fais une analyse de tendance, de comportement et je regarde quels sont les comportements des clients qui ont une forte probabilité de revenir. Maintenant, en fonction de ces tendances-là, maintenant, je crée un rapport et je fournis ça à mon décideur. Je lui dis, boss, donc les données montrent que donc, les clients qui ont, par exemple, acheté telle musique, ou bien qui sont âgés de temps et qui viennent souvent à telle heure, ils sont susceptibles. Donc, ce sont ces clients-là qu'il faut, voilà, il faut essayer de voir leur type d'achat et mettre en avant ces produits-là parce qu'on voit que ces produits-là marchent beaucoup dans les marchés. Ces produits-là sont susceptibles de marcher le plus dans les 30 prochains jours à venir. Donc, voilà une idée, voilà. De ce qu'on pourrait faire dans ce type d'études. Voilà, merci. Ok, ça c'est super, ça c'est un excellent outil et ce qui va permettre même à ce décideur-là de voir si le produit est disponible ou pas. Donc, s'il n'en a pas, donc aller en chercher pour son stock. Donc, ça c'est une application très intéressante. Donc, il y a aussi tout ce qui est segmentation des clients parce que tout à l'heure, vous avez parlé d'âge, du genre, hein, le sexe, par exemple. Donc là, par exemple, ceux qui font les publicités, par exemple, sur Facebook, Facebook Ads, par exemple, ils peuvent directement savoir qui cibler. Donc, en ce moment-là, effectivement, cette application, elle est très intéressante. Donc, faire tout ce qui est campagne de marketing sur ce produit-là, ou bien même faire du mailing en même temps aussi. Ces clients-ci, une fois qu'on les a, on peut écrire un mail pour leur dire que, par exemple, il y a une réduction de, par exemple, 10% dans ce produit-là si vous achetez. Et puis, c'est sûr qu'ils vont venir. Donc, bon, ça, c'est vraiment quelque chose qui a été développé. Bon, à peu près, c'est ça. Et puis, pour les sites en ligne, je pense que, M. Bodian, cette application pourrait être intégrée par API, par Oui, exemple, bien sûr. dans Parce un site. que, comme vous pouvez le voir, actuellement, elle est actuellement déployée. Donc, ça se trouve sur un site personnel. Donc, c'est purement personnel. Mais toutefois, voilà, ça peut faire l'objet voilà, d'un... C'est-à-dire qu'on peut mettre ça en ligne. On peut mettre ça à la disposition du décideur. C'est-à-dire qu'on peut développer ce genre d'application-là et les mettre à la disposition du décideur. Toujours est-il que, voilà, comme l'a souligné les panélistes qui m'ont précédé, voilà, souvent, voilà. Donc, en termes de limites, je dirais qu'aussi au Sénégal, ce qui nous bloque souvent pour le développement de ce type d'application, c'est l'accès aux données. D'accord. Oui, Bon, tout à fait. si on a des données, donc les solutions ne manquent pas. Ça, bon, Ouais, voilà. ouais. Malheureusement, on ne nous donne pas de données. Nous, les Voilà. on est là, on subit parfois. Ouais. Et Sénégal, pourtant, c'est ça, par exemple, si un site e-commerce l'avait et l'intégrait, ça allait vraiment optimiser les ventes et tout, donc générer beaucoup plus de ventes. Merci beaucoup, en tout cas, pour la pertinence et cet exemple pratique de l'intelligence artificielle dans les boutiques en ligne. Merci beaucoup, M. Bodian. Donc, vous OK, pourrez... merci à vous. Je vais couper le partage. Okay. D'accord. Alors, Madame Kane, donc, je voulais exactement vous demander concernant, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, donc, l'utilisation de la vision par ordinateur dans les boutiques en ligne. Ça aussi, c'est un domaine assez intéressant. Et comment ça pourrait améliorer, par exemple, l'expérience d'achat des clients? Madame Kane. Est-ce qu'elle est là? Oui, je suis là. Désolée, Okay. le micro était fermé. OK. Ouais. Alors, tout d'abord, vraiment pour les interventions, je magnifie toutes les interventions qui ont été faites parce que c'est vraiment très intéressant et on voit aussi des cas pratiques de ce qu'on peut vraiment faire parce que c'est vrai que on peut théoriser, mais c'est encore mieux si on voit sur un sujet pratique comment cela pourrait être utilisé. Merci beaucoup, M. Bodian.
Alors, pour la vision par ordinateur, on peut l'utiliser de différentes manières parce qu'il faut savoir que là, on parle des boutiques en ligne, mais c'est déjà utilisé, par exemple, maintenant pour quand on veut louer un bien et qu'on n'a pas forcément pas le temps de se déplacer pour aller visiter et qu'on voudrait aussi savoir comment ça, enfin, les différentes pièces, comment on pourrait, la superficie et tout. Donc, il y a vraiment des techniques qui sont utilisées pour pouvoir faire une visite 3D comme on l'utilise. Mais pour les ventes en ligne, en fait, on pourrait utiliser la vision par ordinateur grâce aux images qu'on a. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent être très déçues du produit qu'ils ont commandé. Parce que sur les photos, la personne a utilisé une luminosité qui fait que le produit est vraiment magnifique, là, ou bien le mannequin qui l'a porté a une taille donnée ou bien a une silhouette qui n'est pas forcément pareille que pour nous. Et le fait que, par exemple, de pouvoir avoir des images où on peut adapter la couleur, on peut regarder de manière bien précise, c'est quel tissu qui est utilisé, quelle matière est utilisée et comment ça pourrait aussi nous aller. Par exemple, je donne un exemple au niveau de Amazon, lorsqu'on commande un meuble, on peut regarder comment ce meuble-là pourrait être si on le pose à un endroit donné dans notre maison, par exemple. Regarder par rapport à la distance, par rapport au coin, comment le meuble pourrait être mis, la hauteur et tout. Donc ça permet aussi de pouvoir savoir ce bien-là ou bien ce produit-là que je suis en train d'acheter, comment moi je pourrais l'utiliser, est-ce que je ne vais pas être déçue et pouvoir aussi se projeter sur ça. Donc ça permet de mieux vendre son produit. En même temps aussi au client, ça lui permet vraiment de savoir ce qu'il achète. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il peut identifier la couleur, la forme, la texture aussi. Le produit que j'ai acheté, il est comment faire une visite virtuelle en quelque sorte en regardant par exemple le produit que je suis en train d'acheter, comment je pourrais le mettre chez moi, si moi par exemple je le porte, je ne sais pas pour les vêtements, si ça existe vraiment, comment ça pourrait être. Ça peut être une invention de regarder, par exemple, pour le vêtement, moi, quand je le porte, comment ça pourrait y aller. Et par exemple, pouvoir aussi, en fonction de ce produit-là, la vision par ordinateur pourrait permettre aussi à une personne de pouvoir détecter des fraudes. Il faut savoir que c'est un sujet aussi qui est vraiment très important. Et Pour pour éviter cette les retours, partie-là, lorsque le produit ne respecte pas ce qui a été décrit. au fait, non, c'est pas là, je parlais de comment ça pourrait permettre aux clients de prendre une décision et de ne pas aussi être déçu. Parce qu'il faut savoir qu'un client qui va acheter, qui va être déçu, qui va mettre un mauvais commentaire et qui va renvoyer le produit, c'est une énorme perte pour le vendeur. Mais là aussi, au niveau du vendeur, il faut savoir qu'il y a des personnes qui vont utiliser de fausses cartes, des personnes qui vont commander, mais en réalité, c'est juste pour pouvoir utiliser, détecter les failles du système et frauder. Okay. Ils vont commander et dire que j'ai commandé, j'ai déjà payé, alors qu'en réalité, ils n'ont pas du tout payé, au fait. Ou bien Donc, utiliser des cartes qui ne sont pas à eux de manière très frauduleuse. Donc, des personnes qui vont, par exemple, commander le même produit, une énorme quantité en un temps très limité, le vendeur, il peut se dire, là, il peut y avoir un problème. Peut-être que ce n'est pas vraiment une vraie commande. Peut-être que
c'est de la fraude, au fait. Donc, pour Ok, la donc vision là, par vous parlez de ordinateur, l'aspect sécurité. c'est ça. Ok, Pour voir d'accord. aussi, par rapport à son site, par rapport aux ventes que l'on fait, pouvoir utiliser, par exemple, les images des cartes bancaires pour savoir est-ce que c'est une carte bancaire qui est conforme ou pas, par Ok, exemple. ok, d'accord. Oui, donc un aspect important aussi, c'est la description qui doit en même temps aussi correspondre à tout ce qui est produit. Donc, le produit qui est vendu doit correspondre vraiment à la description. Donc, là aussi, on attire l'attention des commerçants parce que c'est un aspect important. Madame Bandolo l'a dit tout à l'heure, elle a été déçue après avoir acheté un produit et ça, c'est des risques, donc ou les retours, etc. Alors, Madame Khan, donc une petite dernière question, hein. Donc concernant les outils actuellement qui peuvent générer des images, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, parce qu'aujourd'hui, quand on voit OpenAI avec DALL-E, par exemple, capable, après une description, donc de générer des images. Donc, est-ce que ces images pourraient être utilisées, par exemple, dans les boutiques en ligne? Bah, moi, je dirais quand même il faut vraiment faire attention parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, une image, quand même, c'est une donnée. Savoir si c'est une donnée open source qu'on peut utiliser et qu'il n'y a rien derrière. Parce que quand on est débutant dans les ventes en ligne, peut-être parfois, on peut ne pas avoir de problème sur certaines choses, mais dès l'instant qu'on commence à avoir beaucoup de notoriété, ça peut nous rattraper. Et le fait d'utiliser des données privées d'une autre personne, parce que, par exemple, là, on parle euh, d'images, enfin, de photos à gogo, mais parfois aussi, le fait de remonter jusqu'à la source, ce n'est pas vraiment évident. Donc, ce qui est bien, quand on veut faire les choses de manière très professionnelle, pour moi, c'est de pouvoir utiliser ces outils-là pour concevoir ses propres images, mais ne pas vraiment utiliser des images comme telles, parce que parfois, on ne sait pas vraiment si c'est des données personnelles ou pas, et ça peut nous rattraper après. Après, le fait de pouvoir utiliser ces technologies-là pour améliorer ses ventes ou pouvoir améliorer son commerce, c'est très bien, mais il faut toujours être prudent, se renseigner au maximum pour savoir ce qui pourrait nous arriver si on fait telle ou telle chose. Voilà, parce que même on parle aussi de la vision par ordinateur, comme je l'ai dit tout à l'heure. On peut par exemple faire, essayer des habits ou bien essayer un meuble en prenant une photo ou en allumant sa caméra pour voir sa maison. Mais après aussi, il peut y avoir une réticence au niveau des clients. Il faut savoir que dès l'instant qu'on envoie une photo ou bien qu'on prend une photo, on ne sait pas comment c'est utilisé derrière, en fait. Donc, pour ça aussi, il faut faire très attention. On les utilise, mais il faut avoir derrière une sécurité infaillible, bien prévenir les clients de l'utilisation de ces données-là, pourquoi on les utilise, comment ils sont utilisés, ils sont stockés pendant quelle durée, et aussi la possibilité pour le client de dire oui, j'accepte que ces données-là puissent être utilisées ou non, je n'accepte pas. Donc, pour ça, il faut être très clair parce qu'au début, on peut prendre des données n'importe comment, mais tôt ou tard, surtout quand on commence à avoir de la notoriété, ça peut nous rattraper derrière. Tout à fait. De toute façon, il y a la CDP qui est là, hein. Donc, merci beaucoup. Alors, ceux qui veulent poser des questions, vous pouvez les poser. Donc, on va essayer de répondre. Donc, une dernière question que peut-être je vais poser à M. Diouf. Donc, M. Diouf, quels sont les exemples concrets? Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de chatbot. Désolé, du bruit. Donc, on parle beaucoup de chatbot et certains ne comprennent pas. Donc, quels sont les exemples concrets aujourd'hui de chatbots alimentés par des intelligences artificielles et comment peuvent-ils améliorer, par exemple, le support client dans les boutiques en ligne? Ouais. Déjà, hein, il faut savoir qu'un chatbot, ce n'est rien d'autre qu'un assistant virtuel. Et ce qu'il faut comprendre derrière également, c'est que l'intelligence aujourd'hui va un peu aider cet assistant virtuel-là, va améliorer ses capacités de réponse, d'analyse,
de compréhension, mais surtout de gestion de la logique des conversations avec les clients. Comme exemple concret, hein, on ne va pas aller aussi loin. Il y a déjà les géants qui existent qui sont là, par exemple Amazon. Donc, lui, ils ont eu à créer un chatbot qu'ils ont nommé Alexa et qui utilise un peu pour aider les utilisateurs à passer des commandes ou à obtenir des informations sur certains produits. Donc, il y a Alibaba également. Eux, ils ont créé un chatbot qu'ils ont appelé Alimi. Donc, ce chatbot, il permet un peu de fournir des informations à des clients et de les aider à également trouver certains produits au niveau de leur magasin. Donc, il y a également une marque de vêtements H&M, Rose en avait parlé au départ. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis en place un chatbot alimenté par l'intelligence artificielle et qui aide un peu les utilisateurs à trouver les vêtements qui leur vont, qui sont un peu liés à leur style, on va dire. Par exemple, la personne peut venir et dire « Bonjour, je suis une personne de taille telle, stylée, etc. etc. » Et ensuite, avec ces utilisations-là, le chatbot derrière, il va les utiliser pour un peu pousser certains produits qui correspondent un peu à ce que l'utilisateur désire réellement en réalité. On peut également citer Sephora ou L'Oréal Paris qui ont également un chatbot qui est alimenté par l'intelligence artificielle et qui permet un peu d'aider leurs clients, notamment sur des conseils de beauté personnalisés, sur des produits qui dépendent un peu de leur type de peau, ou bien même en donnant des astuces de maquillage à certaines personnes. Donc, eux, ils ont mis en place en quelque sorte un chatbot qui est très, très avancé et qui permet un peu d'aider les clients, d'apporter un support à cette clientèle-là. Peut-être un dernier exemple, c'est en rapport avec SNF. Moi-même, j'ai eu à faire ce test-là lorsque j'étais en France avec eux. Et leur chatbot, ce qu'ils permettent de faire, c'est que, ils te proposent un itinéraire qui est beaucoup plus optimal, en quelque sorte, par rapport à la destination où tu veux aller. Parfois, ils te donnent des informations sur les trains qui sont les plus adéquats à prendre suivant telle situation ou telle situation. Et ils vont même jusqu'à te donner les tarifs les mieux dans le marché concernant l'endroit où tu veux aller. Donc, ça sont des exemples réels de chatbots qui ont été mis en place, qui utilisent l'intelligence artificielle et qui participent un peu à l'amélioration de la satisfaction clientèle et à la recommandation des produits. Donc, peut-être pour un peu revenir à la question qu'il s'agit un peu de voir comment ils peuvent améliorer le support. On en a parlé un petit peu en haut, mais si on pouvait peut-être faire une synthèse, on allait dire qu'ils peuvent également aider les clients en répondant à leurs questions, à certaines questions fréquentes, par exemple. Oui, en offrant une assistance à la navigation sur une personne qui vient et qui rentre dans une boutique en ligne. Il y a le suivi des commandes aussi que Rose a eu à évoquer au début, notamment avec les livraisons optimisées, etc., etc., etc. Donc, il y a plein d'exemples concrets que l'intelligence artificielle, en plus du chatbot, peut être utilisée dans la vie concrète, donc dans une boutique en ligne pour un peu améliorer tout ça. Donc, tout ceci pour dire qu'en utilisant l'IA, les chatbots, un owner d'une boutique en ligne peut offrir donc un service clientèle plus rapide et puis améliorer l'efficacité derrière de ce qu'il offre et puis faire des offres bien plus précises et en concordance avec ce que le client désire réellement. Réellement, ok, oui, effectivement. D'ailleurs, c'est ce qu'on peut faire avec les emailing. Donc, effectivement, aujourd'hui, je vais un peu peut-être parler de ChatGPT très rapidement, donc qui est un chatbot très connu actuellement et que les gens utilisent beaucoup. Et c'est possible de l'utiliser, donc, par exemple, pour faire des promotions avec tel ou tel produit, par exemple. Donc, faire un email et puis cibler, et envoyer. Bon, ensuite aussi, par exemple, les commentaires aussi dans les sites, on peut les synthétiser, par exemple, à partir de ChatGPT et en fonction de cette scène, parce que parfois, on n'a pas le temps de tout lire et de répondre à tout, etc. Donc, on pourrait, par exemple, soumettre à ChatGPT les commentaires, mais bien sûr anonymement, donc, et puis essayer de tirer les enseignements ou bien le maximum d'informations, mais de manière condensée et puis aller plus vite. Par exemple, aussi, on peut l'utiliser pour répondre à un client par rapport au service après-vente, etc., quoi.
En tout cas, il y a beaucoup d'applications qui sont possibles. Alors, si on a des questions, on pourrait peut-être essayer de répondre. Sinon, est-ce qu'il y a des questions? Je pense que les risques liés à l'utilisation de ces intelligences artificielles ont été un tout petit peu abordés par Madame Khan. Donc, il a parlé de l'aspect sécurité. Donc, recommandations de produits aussi. Je pense qu'on en a parlé tout à l'heure. Donc, c'était une question pour Madame Bandolo. Je pense que c'est pas la peine de les poser. Mais maintenant, si au niveau du public, il y a des questions, tout à l'heure, j'avais vu, Betty, est-ce qu'il y a des questions? Alors, il y avait une question, mais je crois que la personne s'est déconnectée. Oui, elle n'a pas eu le temps de poser la question. Voilà, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut poser une question, il peut le mettre au niveau du chat. Ouais, sinon, s'il n'y a pas, il y a Awadja qui a levé la main. Alors, Madame Dia, est-ce que vous pouvez écrire? Il y a Mohamed Ali aussi. Dia, bon, c'est les deux Dia. Voilà. Alors, Betty, je pense que tu ne pourrais pas donner la parole, c'est ça? Je vais voir. Oui. Donc, si c'est possible, on leur donne la parole. Oui, d'accord. Donc, Madame Dia, vous pouvez parler. On vous entend. Allez-y. Bonjour. Bonjour. Avant tout, nous vous remercions Merci à vous. pour les explications et tout. Bon, je m'appelle Awedia, je suis développeuse web mobile et je suis très intéressée de l'intelligence artificielle. Maintenant, je voulais savoir, par exemple, quelqu'un qui veut se spécialiser à l'intelligence artificielle, bon, qu'est-ce qu'elle peut faire? Des formations ou des cours? Je suis en train de suivre des cours en Python. Mais je voulais savoir, vous qui êtes dans le milieu professionnel, vous pratiquez plus souvent, donc vous pouvez me conseiller ce que je peux faire ou quelle formation, par exemple, quel cours suivre, etc. En autodidacte, puisque je travaille en même temps. OK, d'accord. Donc, merci beaucoup. OK, merci beaucoup. Merci pour votre Monsieur Dia. question. Oui, merci beaucoup, Madame Dia. Merci pour votre question. De toute façon, on va essayer d'y répondre. Donc, on peut donner aussi la parole à Monsieur Dia. Après, Madame Awa, on va venir. D'accord, Inch'Allah. Oui, d'accord. Donc, Monsieur Dia. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour, Monsieur Dia. Bonjour à toutes les personnes présentes. Voilà. Donc, c'est Monsieur Dia. Bon, je suis data analyst au sein du GIM UEMOA. Maintenant, qui dit GIM UEMOA, c'est tout ce qui est dans le secteur de la monétique. Donc, tout d'abord, je tiens d'abord à remercier par rapport à la belle présentation dont vous nous avez, n'est-ce pas, bonifié. Donc, moi, ma question, c'était juste par rapport à un point. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'intelligence artificielle, n'est-ce pas? Comme j'ai eu à le... Alors, Monsieur Dia, on ne vous entend plus. On ne vous entend pas, Monsieur Dia. Je pense que c'est dû au micro. Comment cette notion sécuritaire, comment elle est gérée actuellement? La notion? La notion sécuritaire, c'est-à-dire que le volet sécurité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on note quand même une prolifération, n'est-ce pas, de ces boutiques en ligne. Mais est-ce que le volet sécurité est géré de bout en bout? Voilà, parce que moi, de ce que je sais quand même,
au niveau du gym, ça veut dire qu'il y a chaque année, on doit être certifié PCI DSS, n'est-ce pas? Il y a des normes internationales qui sont régies au niveau international, n'est-ce pas? Pour vraiment garantir le volet sécuritaire. À moi, c'est cette question que j'avais. Est-ce que l'intelligence artificielle prend en compte ces aspects ou bien chacun est libre aujourd'hui de venir développer une application, peut-être émettre quelques aspects sécuritaires qui ne sont pas au top et que les individus qui sont derrière sont, par exemple, victimes, n'est-ce pas, de vol de données, des trucs comme ça. Voilà, c'était ça ma question. Donc, Merci beaucoup, merci à vous pour votre intervention. Donc, si quelqu'un a une question, ou bien c'est fini. Oui, donc il y a M. Jean Ambroise qui demande, il a écrit, donc bonjour, existe-t-il des cours en ligne sur la création de chatbot et que vous pourriez nous conseiller? Ok, d'accord, merci beaucoup, M. Jean Ambroise, pour cette question aussi. Alors, je vous donne la parole, hein, M. Diouf, Mme Bandolo, Mme Kane. Donc, par rapport à la première question, il y a Mme Awadja qui nous dit qu'elle est développeuse web mobile, donc spécialisation de l'IA, c'est ça qu'elle voudrait faire. Donc, elle demande quelles sont les formations donc, en ligne qui existeraient et qui pourraient lui permettre d'avoir ces compétences pour pouvoir développer des modèles d'intelligence artificielle. Je peux peut-être essayer d'amener un début de réponse et peut-être mes co-panélistes pourront compléter. Ouais. Donc, pour cette partie, moi, le conseil que je donne déjà, c'est avant un peu de s'engager, d'essayer de voir la raison pour laquelle on voudrait être un peu un data scientist ou bien un data engineer. Donc, ceci, peut-être dans un premier temps, à savoir dans quelle spécialisation ou quelle spécialité tu auras à faire. Parce que c'est un domaine assez large, très, très large même, je dirais. Donc, du coup, derrière, la première chose, c'est d'abord de connaître pourquoi on voudrait un peu s'engager. Et quand on revient aux formations qui existent, moi, j'aurais conseillé, par exemple, d'aller au niveau des certifications, parce qu'il y a des certifications qui se font un peu en ligne, un peu partout avec Udemy, etc. Mais la tendance aujourd'hui va plus vers le cloud. Du coup, les certifications que je conseille, ce sont celles qui sont faites, par exemple, par les cloud providers tels que AWS, tels que Google avec GCP, quelque chose comme ça. Donc, c'est plus de t'orienter un peu vers l'IA, orienter l'utilisation avec le cloud. Et je pense qu'il y a une autre question de Jean Ambroise. Donc, par rapport au chatbot également, c'est bien de mettre en place des chatbots, mais assure-toi un peu de connaître la logique de la construction de ce chatbot-là. Ceci t'aidera un peu dans un premier temps, ceci t'aidera à déjà savoir où améliorer, où puiser tes données. Et ensuite, s'il s'agit de création de chatbot, dis-toi qu'il y a énormément de codes qui permettent un peu de faire ça en ligne. D'accord, merci beaucoup. Donc, Madame Kane ou bien Madame Bandolo, si vous avez quelque chose à dire sur ces questions. Oui, alors, ok, allez-y. Pour la première question qui concerne la formation, enfin, pour devenir, après ça dépendra, hein, data scientist, data analyst ou bien data ingénieur. Premièrement, je pense qu'il faut regarder la partie métier, mais aussi la partie technique, sachant que il y a une base d'abord à avoir, que ce soit pour ces trois métiers-là que je viens de citer. C'est-à-dire avoir des bases en programmation algorithmique. Et comme vous l'avez dit, hein, Python, c'est vraiment le langage de référence qui est utilisé pour faire de l'IA. Après, on peut avoir besoin d'autres compétences, mais vraiment commencer par Python, c'est une excellente idée. Pour la formation, il y a beaucoup de formations en ligne, notamment
c'est pas pour faire de la publicité, hein. Nous, au niveau de l'Institut des Je vais algorithmes passer à la du caisse Sénégal, après. Oui. nous, au niveau de l'Institut des algorithmes du Sénégal, parce que c'est vrai que là, je n'ai pas eu Oui. l'opportunité de pouvoir le présenter et tout, je suis cofondatrice de l'Institut des algorithmes du Sénégal. Euh, donc, c'est une école en ligne où on propose des cours en tout ce qui est programmation algorithmique et intelligence artificielle, et notamment des cours de Python pour les débutants. Et c'est moi-même qui me charge de dispenser ces cours-là, avoir des bases en programmation Python. Ensuite, il y a des cours de ML, de deep learning, des cours aussi 100% théoriques, c'est-à-dire de connaître les mathématiques derrière vraiment ces modèles-là. Avec des Sénégalais comme vous et nous, hein, Comme ça. qui ont des compétences dans ce domaine-là, qui travaillent, qui sont des chercheurs dans ce domaine-là et qui proposent ces cours-là. Donc, on organise aussi des webinaires sur des sujets, notamment sur le sujet des chatbots. On a organisé un webinaire avec Pape Segawad qui proposait de créer un chatbot en langue Wolof. Voilà, qui était très intéressant et par rapport aussi à d'autres types de webinaires sur différents sujets aussi, on les organise, c'est en moyenne une fois par 2 semaines. Donc ça aussi, vous pouvez visiter pour regarder. Il y a beaucoup de plateformes qui proposent ces cours-là. Ce n'est pas toujours très payant. Après, si on veut avoir une expérience personnel, enfin personnalisé et tout, quand même, il faudra regarder le programme. Mais ce que je vous conseillerais de faire, c'est de regarder, enfin, pour les différents métiers, ce qu'il faudra faire au quotidien pour voir est-ce que ça vous correspond vraiment et aussi d'en discuter avec des personnes qui travaillent dans le domaine. Vous n'avez pas besoin, dès le début, vraiment de suivre des programmes hyper structurés, très chers, du type AWS et tout, parce que quand même, enfin, c'est pas de la programmation pure et dure. Parce que ça, on peut le faire après quand on voudra aller beaucoup plus loin dans la partie déploiement et tout. Mais dès le début, engager ça, pour moi, enfin, ça peut faire un peu peur. Voilà. Donc, essayez de discuter avec des personnes qui travaillent dans le domaine, qui savent bien, qui pourront aussi vous orienter selon votre projet professionnel et vous, ce que vous voulez vraiment, savoir aussi quelle entreprise vous ciblez, qu'est-ce que vous voudrez faire. Et en fonction de ça, vous pourrez adapter votre programme. Mais enfin, regardez, soyez curieuse, faites des exercices, c'est toujours intéressant. D'accord, merci beaucoup. Oui, Madame Bandoro, si vous avez quelque chose à ajouter. Oui, alors moi, concernant la première question de Madame Awa, déjà comme Monsieur Diouf l'a dit, il faut savoir en fait le pourquoi on veut se spécialiser en IA. Est-ce que c'est un changement de carrière ou alors c'est juste pour apporter un plus à ce qu'on fait déjà? Parce que l'IA, comme il a dit, c'est un domaine très vaste. Il y a des gens qui se spécialisent même uniquement sur les maths behind les AI, sur les mathématiques derrière les programmes de AI. Il y a des gens qui veulent juste en fait utiliser ça pour de la pratique. Dans ce cas-là, il va falloir s'orienter vers des cours en ligne pratiques qui proposent des projets pratiques. Donc, au-delà des bases que vous allez apprendre sur l'intelligence artificielle, vous aurez l'opportunité de voir comment ces méthodes peuvent s'utiliser sur des projets réels. Donc, il faut s'orienter vers ce genre de projet-là pour pouvoir mieux apprendre. Et aussi, je crois, il y a Monsieur Mohamed, je crois qu'il a posé une question sur la sécurité, parce que déjà, tout le monde peut se permettre de créer un site, mais avec de mauvaises intentions dans le but de récolter des informations pour arnaquer ou bien en fait des activités en fait, de cyberattaque derrière ces sites. Donc déjà, l'IA en fait peut justement empêcher ce genre d'activité en analysant les modèles de comportement, par exemple, de ces différents sites-là qui existent déjà. Ils peuvent, par exemple, détecter les schémas de conception qui ont été faits. Ils peuvent aussi analyser la façon dont le site est fait, la description de produits, le volume de transactions qui se fait, le trafic en fait des données qui se fait
dans ce genre de site, par exemple, un site qui enregistre, disons, un trafic anormalement élevé et qui provient de différentes régions ou de sources peu fiables, cela peut être un signe, en fait, d'un site frauduleux. Donc, aussi, avec la collaboration des autorités compétentes aussi, l'IA peut faciliter aussi une collaboration entre les plateformes de vente en ligne et les forces de l'ordre pour souvent organiser et sortir des réglementations pour signaler en fait des sites frauduleux. Donc, voilà ce que je voulais en fait apporter comme contribution. D'accord, merci beaucoup. Effectivement, donc d'abord pour l'aspect sécurité, c'est bien possible voilà, que l'intelligence artificielle puisse agir comme vous l'avez dit, hein. Donc par rapport même aux authentifications des utilisateurs, parce que bon, il y a des aspects, hein. Il y a l'aspect de la protection des plateformes, mais aussi l'aspect aussi de la protection aussi du client. Donc là aussi, par exemple, pour les transactions frauduleuses au niveau des plateformes, une suggestion pourrait être le fait d'avoir une authentification des utilisateurs. Maintenant, à savoir, est-ce que les utilisateurs acceptent, par exemple, qu'on collecte leurs données euh, liées à tout ce qui est reconnaissance faciale, données biométriques, par exemple, ou bien reconnaissance d'image. Par exemple, un site peut se dire que voilà, on a cette fonctionnalité-là. Est-ce que les clients acceptent voilà, d'être authentifiés à partir de leur identité biométrique, par exemple. Ça, c'est possible de le faire. Maintenant, au niveau bancaire, bon, peut-être là-bas, c'est plus compliqué parce que là, si on parle d'argent, on parle de plusieurs de millions. Donc là, sûrement, la sécurité est plus renforcée. Donc, c'est sûrement peut-être ça qui inquiète M. Mohamed Ali Dia. Oui, mais en tout cas, au niveau des boutiques en ligne, donc c'est possible effectivement d'intégrer cette partie sécuritaire-là. Bon, ce qui est un peu dommage, c'est que par exemple, pour les identités biométriques, par exemple, aujourd'hui, la CDP interdit, même aux entreprises, hein, d'utiliser des identifications biométriques telles que, par exemple, la reconnaissance faciale ou bien la reconnaissance de la voix. Là, j'ai vu il y a une semaine, 2 semaines, un communiqué du CDP qui interdit vraiment ça, par exemple. Donc ça pourrait pas être utilisé à ce niveau-là. Alors, bref, pour ce qui est de la formation, je pense qu'ils l'ont dit, donc il faudrait savoir, est-ce qu'on veut être data scientist, est-ce qu'on veut être data ingénieur ou bien est-ce qu'on veut être analyste de données, tout ça, c'est à définir. Par contre, il y a beaucoup de sites, donc il y a IAS, donc Institut des algorithmes du Sénégal, donc comme Madame Kan en a parlé, et que je salue Amsa Tignan au passage, hein, c'est un ami alors qu'il est là-bas aussi. Donc, il donne des cours. Il y a aussi d'autres plateformes qui donnent des cours. Donc, il y a Open Classroom, je pense. Et puis, je pense qu'il y a aujourd'hui des partenaires hein, du projet Boutique 221 aussi, et Force N, le programme Force N. Actuellement, ils sont en train de faire des certifications. Il faudrait essayer de voir en développement particulièrement full stack de Python. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Mais comme tout le monde l'a dit, il faudrait avoir donc un projet bien défini et surtout demander à ceux qui s'y connaissent déjà, donc pour ne pas perdre du temps. Parce que les cours en ligne, c'est ça. Il y a des plateformes. Les cours ne sont pas bien faits et tout. Donc, si vous partez à la fin, vous voyez que vous n'avez rien appris. Donc, il faudrait demander à quelqu'un peut-être qui a déjà fait, qui peut vous orienter vers un cours vraiment très précis pour les compétences demandées. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Je pense que c'était ça, les questions. Donc, il y a Madame Awadja, merci beaucoup pour votre intervention. Donc, Monsieur Mohamed et aussi, merci beaucoup pour votre intervention. Je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, on va juste remercier peut-être les partenaires. Donc, Boutique 221, en tout cas, est là. Donc, si vous voulez aller ouvrir votre boutique en ligne, c'est Boutique 200, je donne le numéro du chat, Boutique 221.sn. Donc, vous pouvez créer votre boutique en ligne gratuitement. Donc, il faudrait aussi essayer de nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, nous remercions tous nos panélistes vraiment pour la disponibilité et votre temps si précieux qu'on a pris aujourd'hui. M. Diouf, Mme Bandelo, Mme Kan et aussi M. qui est parti. Donc, merci à l'ensemble du public aussi.
donc pour les perspectives. Alors, Madame Dia, est-ce que vous pouvez allumer éteindre votre micro? Merci. Donc, le ministère aussi, j'ai vu Monsieur Hassan Djanka et Monsieur Farah aussi, Monsieur Diop, donc Marie-Louise. Donc, nous remercions aussi Gaïndé 2000 à travers Aminato aussi qui était là, et aussi les partenaires de cette plateforme, voilà, donc Limosur. Donc, merci beaucoup, sûrement ils sont là. Merci à tous et puis on se donne rendez-vous, je pense, pour d'autres panels aussi. Et toujours, ça va être aussi intéressant qu'aujourd'hui par rapport au sujet. Allez, merci beaucoup à tous. Madame Ba, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter, les remerciements? Je pense que vous avez tout dit. Je peux que renouveler mes remerciements à tout le monde, les panélistes avec les interventions de qualité, les spectateurs, Boutique d'Asset 21 et tous les partenaires, le ministère du Commerce, Limosir, Gaïndé 2000. Voilà, merci tout le monde. Vraiment. Merci beaucoup. Donc, on se donne rendez-vous à bientôt, Inch'Allah. Allez, merci. Merci beaucoup et bon après-midi. Merci. Bon après-midi. Au revoir à tous. Au revoir.